Le pouvoir de la confiance en soi, écrit par Napoléon Hill. Au milieu de tous les mystères qui nous entourent, rien n'est plus vrai que le fait que nous sommes en présence d'une énergie infinie et éternelle, d'où procède toute chose. Herbert Spencer a dit « Vous pouvez le faire si vous croyez que vous le pouvez ». Avant d'aborder les principes fondamentaux sur lesquels cette leçon repose, il sera utile de prendre en compte le fait que cette pratique tire des découvertes de plus de 25 ans de recherche et qu'elle bénéficie de l'approbation des principaux scientifiques du monde, ayant mis à l'épreuve chacun de ces principes. Le scepticisme est l'ennemi mortel du progrès et du développement personnel. Il vaut mieux laisser de côté ce livre audio et s'arrêter ici même que d'approcher cette leçon avec le sentiment qu'elle a été écrite par quelque théoricien qui n'a jamais mis à l'épreuve les principes sur lesquels elle repose. Cette période n'est certainement pas pour les sceptiques, car c'est un moment où nous avons vu découvrir et exploiter plus de lois de la nature que celles qui ont été découvertes dans toute l'histoire de la race humaine. En 3 décennies, nous avons été témoins de la domination de l'air. Nous avons exploré les océans. Nous avons presque anéanti les distances sur Terre. Nous avons exploité la foudre et fait tourner les roues de l'industrie. Nous avons fait pousser 7 brins d'herbe là où il n'y en avait qu'un avant. Nous avons une communication instantanée entre les nations du monde. En vérité, c'est une époque d'illumination et de développement, mais nous avons à peine effleuré la surface de la connaissance. Cependant, une fois que nous aurons ouvert la porte menant au pouvoir secret qui est stocké en nous, cela nous apportera une connaissance qui fera pâlir toutes les découvertes passées en comparaison. La pensée est la forme d'énergie la plus hautement organisée connue de l'homme. Et c'est une époque d'expérimentation et de recherche qui nous mènera sûrement à une meilleure compréhension de cette force mystérieuse appelée pensée qui réside en nous. Nous avons déjà découvert suffisamment sur l'esprit humain pour savoir qu'un homme peut se défaire des effets accumulés de 1000 générations de peur grâce au principe de l'autosuggestion. Nous avons découvert que la peur est la principale raison de la pauvreté, de l'échec et de la misère, prenant 1000 formes différentes. Nous avons découvert que l'homme qui domine la peur peut réussir dans pratiquement n'importe quelle entreprise, malgré tous les efforts pour le vaincre. Le développement de la confiance en soi commence par l'élimination de ce démon appelé « peur » qui se pose sur l'épaule de l'homme et lui murmure à l'oreille « tu ne peux pas le faire, tu as peur d'essayer ». Tu as peur de l'opinion publique, tu as peur d'échouer, tu as peur de ne pas avoir la capacité. Ce démon de la peur est en train d'être affronté. La science a trouvé une arme mortelle, et pour le mettre en fuite, et cette leçon sur la confiance en soi t'a apporté cette arme pour l'utiliser dans ta bataille et avec le vieil ennemi mondial du progrès, la peur. Les 6 peurs fondamentales de l'humanité. L'individu hérite de l'influence de 6 peurs fondamentales, sous lesquelles peuvent être énumérées les peurs mineures. Donc, énumère les 6 peurs fondamentales ou majeures et décrit les sources dont on pense qu'elles ont émergé. Les 6 peurs fondamentales sont A. La peur de la pauvreté, B. La peur de la vieillesse, C. La peur de la critique, D. La peur de perdre l'amour de quelqu'un, E. La peur de la mauvaise santé, F. La peur de la mort. Étudie la liste, puis fais un inventaire de tes propres peurs et détermine dans laquelle des 6 catégories tu peux les classer. Tout être humain ayant atteint l'âge de la compréhension est en quelque sorte attaché à l'une de ces 6 peurs fondamentales. Comme première étape pour éliminer ces 6 maux, examinons les sources dont nous les avons hérités, l'héritage physique et social. Tout ce que l'homme est, physiquement et mentalement, il l'a obtenu par le biais de 2 formes d'héritage, l'héritage physique et l'héritage social. Par le biais de la loi de l'héritage physique, l'homme a évolué lentement depuis l'amibe, une forme animale unicelle ulaire, à travers des étapes de développement correspondant à toutes les formes animales connues sur Terre maintenant, y compris celles que l'on sait avoir existé, mais qui sont maintenant éteintes. Chaque génération à travers laquelle l'homme a traversé a ajouté à sa nature quelque chose des traits, habitudes et apparences physiques de cette génération. L'héritage physique de l'homme
est donc une collection hétérogène de nombreuses habitudes et formes physiques. Il semble y avoir peu, voire aucune, doute que bien que les 6 peurs fondamentales de l'homme ne pourraient pas avoir été héritées par l'héritage physique, ces 6 états fondamentaux sont des états mentaux de l'esprit et donc incapables d'être transmis par l'héritage physique. Il est évident que par l'héritage physique, un lieu de résidence très favorable leur a été fourni. Par exemple, il est un fait très connu que tout le processus de l'évolution physique repose sur l'esprit, la destruction, la douleur et la cruauté que les éléments du sol de la Terre rencontrent en montant à travers l'évolution basée sur la mort d'une forme de vie pour qu'une autre forme plus élevée puisse subsister. Toute végétation vit en consommant les éléments du sol et les éléments de l'air. Toutes les formes de vie animale vivent en consommant une autre forme plus faible ou une forme de végétation. Les cellules de toute végétation ont un ordre d'intelligence très élevé. Les cellules de toute vie animale ont également un ordre d'intelligence très supérieur. Sans aucun doute, les cellules animales d'un poisson ont appris par expérience amère que le groupe de cellules animales connu sous le nom de l'homme est très redoutable, car de nombreuses formes animales, y compris la plupart des hommes, vivent en consommant des animaux plus petits et plus faibles. L'intelligence cellulaire de ces animaux qui entrent et deviennent une partie de l'homme apporte avec elle, la peur qui découle de leur expérience d'avoir été mangée vivante. Cette théorie peut sembler irrationnelle, et en effet, peut ne pas être vraie, mais c'est au moins une théorie logique. L'auteur ne met pas particulièrement l'accent sur cette théorie, ni n'insiste pour qu'elle explique aucun des 6 peurs fondamentales. Il existe une autre explication bien mêlure de l'origine de ces peurs que nous allons examiner. En commençant par une description de l'héritage social, la partie la plus importante de la constitution de l'homme lui parvient par la loi de l'héritage social, un terme qui fait référence aux méthodes par lesquelles une génération impose à l'esprit de la génération sous son contrôle immédiat les superstitions, croyances, légendes et idées qu'elle a, à son tour, héritées de la génération précédente. Le terme d'héritage social doit être compris comme toutes les sources à travers lesquelles une personne acquiert des connaissances telles que l'éducation religieuse et de tout autre type, la lecture, la conversation orale, le récit d'histoire et toute forme d'inspiration de la pensée provenant de ce qui est généralement accepté comme des expériences personnelles. Par le biais de l'opération de la loi de l'héritage social, toute personne ayant le contrôle de l'esprit d'un enfant peut, par un enseignement intensif, implanter dans l'esprit de l'enfant n'importe quelle idée, vraie ou fausse, de manière à ce que l'enfant la prenne pour vraie et la scelle et à jamais comme partie intégrante de sa croyance irrévocable. L'esprit d'un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la compréhension générale pendant une période moyenne, disons les 2 premières années de sa vie, est plastique, ouvert, propre et libre. Toute idée implantée dans son esprit par quelqu'un en qui l'enfant a confiance prend racine et se développe, pour ainsi dire, de telle manière qu'elle, ne peut jamais être éradiquée ou effacée, aussi opposée à la logique ou à la raison soit-elle, De nombreuses personnes religieuses affirment qu'elles peuvent implanter les principes de leur religion dans l'esprit d'un enfant si profondément qu'il n'y aura jamais de place dans cet esprit pour aucune autre religion, que ce soit dans son intégralité ou en partie. Ces affirmations ne sont pas très exagérées. Avec cette explication sur la manière dont opère la loi de l'héritage social, l'étudiant sera prêt à examiner les sources à partir desquelles l'homme hérite des 6 peurs fondamentales. De plus, tout étudiant, sauf ceux qui n'ont pas encore grandi assez pour examiner la vérité et briser les liens de leur propre superstition, peut vérifier la solidité du principe de l'héritage social tel qu'il s'applique ici aux 6 peurs fondamentales sans sortir de ses propres expériences personnelles. Heureusement, pratiquement toute la masse de preuves présentées dans cette leçon est de nature à permettre à tous ceux qui recherchent sincèrement la vérité de déterminer par eux-mêmes si les preuves sont solides ou non. Pour le moment, laissez de côté vos préjugés et idées préconçues. Vous pouvez toujours les reprendre plus tard.
Alors que nous étudions l'origine et la nature des 6 pires ennemis de l'homme, les 6 peurs fondamentales, commençons par la peur de la pauvreté. Il faut du courage pour dire la vérité sur l'origine de cette peur, et peut-être encore plus de courage pour accepter la vérité après l'avoir dite. La peur de la pauvreté est née de la tendance héritée de l'homme à profiter économiquement de ses semblables. Presque toutes les formes animales inférieures ont un instinct, mais semblent ne pas avoir le pouvoir de raisonner et de penser. Par conséquent, elles se dévorent les unes les autres physiquement. L'homme, avec ses sens supérieurs d'intuition, de pensée et de raison, ne dévore pas ses semblables physiquement. Il tire plus de satisfaction à les dévorer financièrement. De toutes les époques du monde dont nous avons connaissance, celle dans laquelle nous vivons semble être celle du culte de l'argent. Un homme est considéré moins que la poussière de la terre, s'il ne peut pas exhiber un compte bancaire bien garni. Rien n'apporte autant de souffrance et d'humiliation à l'homme que la pauvreté. Il n'est pas étonnant que l'homme la redoute. À travers une longue lignée d'expériences héritées, l'homme a appris avec certitude qu'on ne peut pas toujours se fier à cet animal qu'est l'homme quand il s'agit d'argent et d'autres preuves de possession matérielle. De nombreux mariages ont leur début, et souvent leur fin, uniquement en fonction de la richesse que possède l'une ou les deux parties contractantes. Il n'est pas surprenant que les tribunaux de divorce soient occupés. La société pourrait être correctement écrite comme société, avec le symbole du $A remplaçant le ES initial, car LE est inextricablement associé à ce signe. L'homme est tellement désireux de posséder des richesses qu'il les acquérait de n'importe quelle manière, par des méthodes légales si possible, ou par d'autres méthodes si nécessaires. La peur de la pauvreté est quelque chose de terrible. Un homme peut commettre un meurtre, un vol, un viol, et toute autre forme de violation des droits d'autrui, et pourtant retrouver une position élevée dans l'esprit de ses semblables, tant qu'il ne perd pas sa richesse. La pauvreté est donc un crime, un péché impardonnable, pour ainsi dire. Il n'est pas étonnant que l'homme la redoute. Tous les recueils de lois du monde démontrent que la peur de la pauvreté est l'une des 6 peurs fondamentales de l'humanité. Car dans tous ces recueils de lois, on peut trouver diverses lois destinées à protéger les faibles des forts. Passer du temps à essayer de prouver que la peur de la pauvreté est l'une des peurs héritées de l'homme, ou que cette peur a son origine dans la nature humaine pour tromper ses semblables, serait comme essayer de prouver que 3 par 2 égale 6. De toute évidence, aucun homme ne craindrait la pauvreté s'il avait une raison de faire confiance à ses semblables, car il y a suffisamment de nourriture, d'abris, de vêtements et de luxe de toutes sortes pour les besoins de chaque personne sur Terre, et toutes ces bénédictions seraient appréciées par chaque individu si ce n'était pas pour la tendance de l'homme à essayer de chasser tous les autres cochons de la mangeoire, même après avoir tout et plus que ce dont il a besoin. La deuxième des 6 peurs fondamentales auxquelles l'homme est enchaîné est la peur de la vieillesse. En général, cette peur découle de 2 sources. Premièrement, l'idée que la vieillesse puisse entraîner la pauvreté. Deuxièmement, et de loin la source la plus courante, les fausses et cruelles et doctrines sectaires qui ont également été mêlées avec du feu et du soufre, et avec des purgatoires et d'autres balivernes que les êtres humains ont appris à craindre. La vieillesse signifiait l'approche d'un autre monde, et peut-être beaucoup plus horrible que celui-ci, qui est déjà assez mauvais. Dans cette peur fondamentale de la vieillesse, l'homme a 2 raisons très solides pour son appréhension. L'une, découlant de la méfiance envers ses semblables, qui peuvent s'approprier tout bien terrestre qu'ils possèdent, et l'autre résultant des terribles images du monde à venir, profondément implantées dans son esprit à travers la loi de l'héritage social, bien avant qu'il n'en prenne possession. Il n'est donc pas surprenant que l'homme craigne l'arrivée de la vieillesse. Le troisième des 6 peurs fondamentales est la peur de la critique. Il serait difficile, voire impossible, de déterminer définitivement comment l'homme a acquis cette peur fondamentale, mais une chose est sûre, il la possède sous une forme bien développée. Certains croient que cette peur a fait son apparition dans l'esprit de l'homme autour du moment où la politique a émergé. D'autres croient que son origine
ne peut être retracé au-delà de la première réunion d'une organisation de femmes connue sous le nom de Club des femmes. Une autre école de pensée attribue l'origine au contenu de la Sainte Bible, dans laquelle abondent des formes très acerbes et violentes de critique. Si cette dernière affirmation est correcte et que ceux qui prennent littéralement tout ce qu'ils trouvent dans la Bible ne se trompent pas, alors Dieu est responsable de la peur inhérente de l'homme pour la critique, car c'est Dieu qui a dicté l'écriture de la Bible. Cet auteur, qui n'est ni humoriste ni prophète, mais une personne ordinaire, penche pour attribuer la peur fondamentale de la critique à cette partie de la nature héritée de l'homme. Non seulement s'approprier les biens et les marchandises de son prochain, mais aussi justifier son action par la critique du caractère de son prochain. La peur de la critique prend de nombreuses formes différentes, la plupart étant de nature insignifiante et superficielle, voire infantile, à l'extrême. Les hommes chauves, par exemple, craignent la critique. Les têtes deviennent chauves en raison de la pression exercée par des chapeaux à bandes serrées qui coupent la circulation au niveau des racines des cheveux. Les hommes portent des chapeaux non pas parce qu'ils en ont vraiment besoin ou par commodité, mais principalement parce que tout le monde le fait, et l'individu suit la tendance de peur qu'un autre individu ne les critique. Les femmes ont rarement la tête chauve, ou même les cheveux fins, parce qu'elles portent des chapeaux lâches, dont le seul but est d'imiter. Mais il ne faut pas imaginer que les femmes sont libres de la crainte de la critique associée au chapeau. Si une femme prétend être supérieure à l'homme en ce qui concerne cette peur, demandez-lui si elle se promène dans la rue avec un chapeau démodé depuis 1 ou 2 saisons. Les fabricants de tout type de vêtements ont rapidement capitalisé sur cette peur fondamentale de la critique qui affecte toute l'humanité. Chaque saison, les styles changent dans de nombreux articles vestimentaires. Qui établit les styles? Certainement pas l'acheteur de vêtements, mais le fabricant. Pourquoi les styles changent-ils si souvent? Évidemment, ce changement est fait pour que le fabricant puisse vendre plus de vêtements, pour la même raison que les fabricants de voitures, avec quelques rares et très sensées exceptions, changent le style chaque saison. Le fabricant de vêtements sait comment l'homme animal craint de porter un vêtement qui est dépassé d'une saison par rapport à ce que tout le monde porte maintenant. N'est-ce pas vrai? Votre propre expérience ne le soutient-elle pas? Nous avons décrit la manière dont les gens se comportent sous l'influence de la peur, de la critique appliquée aux petites et mesquines choses de la vie. Examinons maintenant le comportement humain sous cette peur, lorsqu'elle affecte les personnes dans des affaires plus importantes liées au traitement humain. Prenons par exemple pratiquement toute personne qui a atteint l'âge de maturité mentale, de 35 à 45 ans en moyenne. Si nous pouvions lire leurs pensées, nous y trouverions une incrédule ferme et une rébellion contre la plupart des croyances enseignées par la plupart des religieux. Puissant est le pouvoir de la peur, de la critique. Il y a eu un temps, et pas si longtemps, où le mot « infidèle » signifiait la ruine pour celui qui l'appliquait. On voit donc que la peur de l'homme de la critique ne manque pas d'une ample cause pour son existence. La 4e peur de base est la peur de perdre l'amour de quelqu'un. L'origine de cette peur n'a pas besoin d'être décrite, car il est évident qu'elle y est née de la nature de l'homme à voler sa compagne, ou au moins à prendre des libertés avec elle en ignorant son légitime seigneur et maître. Naturellement, tous les hommes sont polygames, une affirmation d'une vérité qui apportera bien sûr des dénégations de ceux qui sont trop vieux pour fonctionner normalement sur le plan sexuel ou qui ont perdu pour une raison quelconque le contenu de certaines glandes responsables de la tendance de l'homme à la pluralité du sexe opposé. Il ne fait aucun doute que la jalousie et toutes les autres formes similaires de démence pourraient être associées à la peur héritée de l'homme de perdre l'amour de quelqu'un. Parmi tous les fous saints d'esprit étudiés par cet auteur, ceux représentés par un homme devenant jaloux d'une femme ou une femme devenant jalouse d'un homme sont les plus rares et étranges. L'auteur, heureusement, n'a jamais eu plus qu'un seul cas d'expérience personnelle et avec cette forme de folie, mais cette expérience lui a suffi pour justifier son affirmation, selon laquelle la peur de perdre l'amour de quelqu'un est l'une des plus douloureuses, sinon la plus douloureuse, des 6 peurs de base, et il semble raisonnable d'ajouter
que cette peur cause plus de ravages dans l'esprit humain que toutes les autres peurs de base, conduisant souvent aux formes les plus violentes de folie permanente. La cinquième peur de base est celle de la mauvaise santé. Cette peur trouve également largement son origine dans les mêmes sources que les peurs de la pauvreté et de la vieillesse. La peur de la mauvaise santé doit être étroitement associée à la fois à la pauvreté et à la vieillesse, car elle conduit également au bord de mondes terribles que l'homme ne connaît pas, mais dont il a entendu quelques histoires désagréables. L'auteur soupçonne fortement que ceux qui vendent des méthodes de bonne santé ont beaucoup contribué à maintenir la peur de la mauvaise santé dans l'esprit humain depuis longtemps dans l'histoire de la race humaine. L'homme a connu diverses formes de thérapie et de fournisseurs de santé au fil des millions d'années, gagnant sa vie en maintenant les gens en bonne santé. Il semble naturel qu'il utilise tous les moyens à sa disposition pour convaincre les gens qu'ils ont besoin de ses services. Ainsi, avec le temps, il se peut que les gens héritent de la peur de la mauvaise santé. La sixième et dernière des 6 peurs de base est celle de la mort. Pour beaucoup, c'est la pire des 6 peurs de base, et la raison pour laquelle ELE est considérée est évidente même pour l'étudiant occasionnel en psychologie. Les terribles picotements de la peur associés à la mort peuvent être attribués directement au fanatisme religieux, la source qui est plus responsable que toutes les autres sources combinées. Les soi-disant païens n'ont pas autant peur de la mort que les civilisés, en particulier cette partie de la population civilisée qui est tombée sous l'influence de la théologie. Pendant des millions d'années, l'homme s'est posé des questions encore sans réponse et peut-être sans réponse définitive. Qui suis-je? D'où viens-je? Où vais-je après la mort? Tous les plus astucieux et les plus rusés, tout comme les honnêtes mais crédules de la race, n'ont pas tardé à offrir la réponse à ces questions. De fait, la réponse à ces questions est devenue l'une des prétendues professions érudites, même si très peu d'apprentissage est nécessaire pour entrer dans cette profession. Témoin maintenant de la plus grande source d'origine de la peur de la mort. Entrez dans mon magasin, adoptez ma foi, acceptez mes dogmes et payez mon salaire, et je vous donnerai un billet qui vous admettra directement au paradis lorsque vous mourrez, dit le leader d'une forme de sectarisme. Restez en dehors de mon magasin, dit ce même leader, et vous irez directement en enfer où vous brûlerez pour l'éternité. Pendant que de nos jours, le leader autoproclamé pourrait ne pas être en mesure de fournir un laissez-passer pour le ciel ou, par l'absence d'une telle disposition, permettre aux malheureux chercheurs de vérité de descendre en enfer, la possibilité de ce dernier semble si terrible qu'elle ait saisi l'esprit et crée cette peur des peurs, la peur de la mort. En vérité, aucun homme ne sait et aucun homme n'a jamais su à quoi ressemble le ciel ou l'enfer, ou si ces endroits existent. Et cette même absence de connaissance définitive ouvre la porte de l'esprit humain au bavardage, pour qu'il entre, contrôle cet esprit avec ses actions de précipitation et diverses marques de tromperie, de fausseté et de fraude. La vérité est celle-ci. Aucun homme ne sait ni n'a jamais su d'où nous venons ou où nous allons en mourant. Toute personne affirmant le contraire se trompe elle-même, ou est un imposteur conscient qui vit sans fournir un service de valeur en jouant avec la crédulité de l'humanité. Cependant, la plupart de ceux qui vendent des billets pour le ciel croient savoir où se trouve le ciel et que leurs croyances et formules assureront un passage sûr à ceux qui les embrassent. Cette croyance peut se résumer en un mot: crédulité. Les dirigeants religieux affirment généralement que la civilisation actuelle doit son existence au travail accompli par les églises. À cet égard, cet auteur est prêt à concéder que leurs affirmations sont correctes, tout en ajoutant que même si cette affirmation est vraie, les théologiens n'ont pas beaucoup de quoi se vanter. Mais il ne peut être vrai que la civilisation ait surgi des efforts des églises et des croyances organisées, si par le terme civilisation, on entend la découverte des lois naturelles et des nombreuses inventions dont le monde est actuel, aimant l'héritier. Si les théologiens veulent revendiquer la part de la civilisation qui concerne le comportement de l'homme envers ses semblables, ils sont parfaitement les bienvenus.
Mais s'ils prétendent avoir le mérite de toutes les découvertes scientifiques de l'humanité, l'auteur demande la permission de protester énergiquement. Il n'est pas suffisant d'affirmer que l'héritage social est la méthode par laquelle l'homme recueille toute connaissance arrivant par le biais des 5 sens. Il est plus important d'affirmer comment l'héritage social fonctionnera dans tant d'applications différentes pour permettre à l'étudiant de comprendre pleinement cette loi. Commencez par certaines des frontières inférieures de la vie animale et examinez comment elles sont affectées par la loi de l'héritage social. Peu de temps après que cet auteur a commencé à examiner les principales sources d'où les hommes tirent les connaissances qui les transforment en ce qu'ils sont, il y a une trentaine d'années, il a découvert le nid d'une fauvette des jardins. Le nid était placé de telle manière que la mère pouvait être vue de loin lorsqu'elle était dans le nid. Avec l'aide d'une paire de jumelles ES, l'oiseau a été observé de près jusqu'à ce que les petits sortent de leur coquille E. Il se trouve que l'observation habituelle EA eut lieu quelques heures seulement après que les jeunes aient éclos. Curieux de savoir ce qui allait se passer, l'auteur s'est approché du nid. La mère est restée proche jusqu'à ce que l'intrus soit à 3 ou 4 mètres d'elle. Alors, elle se débarrassa de ses plumes, étendit son aile sur sa patte et s'éloigna en boitant, faisant semblant d'être blessée, comme elle le faisait habituellement. L'auteur ne la suivit pas, mais s'approcha du nid pour jeter un coup d'œil aux petits. Sans aucun signe de peur, ils tournèrent leurs yeux vers lui, hochant d'abord la tête dans un sens, puis dans l'autre. Il s'accroupit et en attrapa un sans qu'il ne montre aucun signe de peur. Il reposa l'oiseau dans le nid et s'éloigna à une distance sûre pour laisser à la mère l'opportunité de revenir. L'attente fut courte. Très bientôt, elle commença à s'approcher du nid avec prudence jusqu'à ce qu'elle se trouve à quelques mètres de celui-ci, puis étendit ses ailes et s'enfuit aussi vite qu'elle le put, émettant pendant ce temps une série de sons similaires à ceux d'une poule lorsqu'elle trouve de la nourriture et appelle ses petits pour qu'ils en profitent. Elle les rassembla les oisillons autour d'elle, tremblant très excitée, agitant ses ailes et hérissant ses plumes. On aurait presque pu entendre ces paroles alors qu'elle leur donnait leur première leçon de défense personnelle par le biais de la loi de l'héritage social. Ces créatures stupides ne savent pas que les hommes sont leurs ennemis. Elle devrait avoir honte de permettre à cet homme de les prendre dans ses mains. C'est un miracle qu'il ne les ait pas pris et mangés vivants. La prochaine fois qu'elles verront un homme s'approcher, elles devraient se cacher, se coucher par terre, courir sous les feuilles, aller n'importe où pour se cacher et rester hors de vue jusqu'à ce que l'ennemi soit bien loin. Les oisillons restèrent près d'elle, et écoutèrent la leçon avec un intérêt intense. Lorsque la mère se calma, l'auteur s'approcha à nouveau du nid. Lorsqu'il se trouvait à environ 6 mètres de la maisonnette gardée, la mère recommença à le guider dans la direction opposée, en plissant l'aile et en boitant comme si elle y était blessée. Elle y regarda le nid, mais en vain. Les oisillons n'apparaissaient nulle part. Ils avaient rapidement appris à éviter leur ennemi naturel grâce à leur instinct naturel. Encore une fois, l'auteur se retira, attendant que la mère rassemble à nouveau sa famille, et il sortit pour les visiter. Mais avec des résultats similaires. Lorsqu'il se rapprocha de l'endroit où il avait vu pour la dernière fois la mère, il ne trouva aucune trace des petits. Quand il était petit, l'auteur avait capturé un jeune corbeau et en avait fait son animal de compagnie. L'oiseau s'était bien adapté à son environnement domestique et avait appris à faire de nombreux tours qui nécessitaient une intelligence considérable. Quand l'oiseau fut assez grand pour voler, on lui permit d'aller où il voulait. Parfois, il s'absentait pendant de nombreuses heures, mais revenait toujours avant la tombée de la nuit. Un jour, des corbeaux sauvages se battirent avec un hibou dans un champ près de la maison où vivait l'oiseau domestiqué. Dès que celui-ci entendit le tapage de ses parents sauvages, il monta sur la maison et, agité, marcha d'un bout à l'autre de celle-ci. Finalement, il prit son envol et se dirigea vers la bataille, L'auteur le suivit pour voir ce qui se passait. En quelques minutes, il trouva l'oiseau assis sur les branches les plus basses d'un arbre, avec 2 corbeaux sauvages assis sur une branche juste au-dessus, babillant et marchant de côté et d'autre,
agissant de manière très similaire à des parents en colère, réprimandant leurs enfants lorsqu'ils sont punis. Lorsque l'auteur s'approcha, les 2 corbeaux sauvages s'envolèrent, l'un d'eux faisant plusieurs tours autour de l'arbre tout en lâchant un flot terrible d'invectives, sûrement dirigé contre son insensé parent qui n'avait pas le sens commun de voler. Alors que le vol était bon, l'oiseau domestiqué fut appelé, mais celui-ci l'ignora. Cette nuit-là, il rentra chez lui mais ne s'en approcha pas. Il se posa sur une haute branche d'un pommier et parla la langue du corbeau pendant environ 10 minutes, disant sans doute qu'il avait décidé de retourner à la vie sauvage de ses congénères, puis s'envola et ne revint pas avant 2 jours. Quand il est revenu et a recommencé à parler la langue du corbeau, restant cependant à une distance sûre, puis s'en est allé et n'est pas revenu, l'héritage social avait privé l'auteur d'un bon animal de compagnie. Les gens pensaient qu'il avait fait un grand geste en revenant et en annonçant son intention de partir. Beaucoup de fermiers quittèrent la ferme sans se soucier de cette formalité. Il est bien connu que le renard emporte toutes sortes d'oiseaux et d'animaux petits, à l'exception du putois. Il n'est pas nécessaire d'expliquer pourquoi le putois jouit d'une immunité. Un renard peut affronter un putois 1 fois, mais jamais 2. Pour cette raison, une peau de putois, lorsqu'elle est accrochée dans un poulailler air, maintiendra tous les renards, sauf le plus jeune et inexpérimenté, à une distance sûre. L'odeur d'un putois, une fois expérimentée, n'est jamais oubliée. Aucune mère renarde n'a appris à ses petits à détecter l'odeur familière du putois et à s'en éloigner, mais tous ceux qui sont informés de la sagesse du renard savant, que les renards et les putois ne cherchent jamais à partager la même tanière. Une leçon suffit pour enseigner au renard tout ce qu'il veut savoir sur les putois grâce à la loi de l'héritage social qui fonctionne par le sens de l'odorat. Une leçon sert pour toute la vie. Un taureau-grenouille peut être attrapé à l'hameçon en attachant un petit morceau de tissu rouge ou tout autre objet rouge à l'hameçon et en le suspendant devant le nez de la grenouille c'est-à-dire que la grenouille peut être attrapée de cette manière à condition d'être accrochée la première fois qu'elle mord l'appât. Mais si elle est mal accrochée et s'échappe, ou si elle est sans la pointe de l'hameçon mais n'est pas prise, elle ne refera pas la même erreur. L'auteur a passé de nombreuses heures à essayer d'accrocher un spécimen particulièrement désirable qui avait mordu et échoué avant d'apprendre qu'une seule leçon d'héritage social suffit pour enseigner même à une humble grenouille, et que les morceaux de flanelle rouge sont des choses à laisser tranquilles. L'auteur avait autrefois un excellent chien mâle de race Airedale qui causait beaucoup de problèmes avec sa manie d'arriver à la maison avec un poussin dans la bouche à chaque occasion. Le poussin lui était retiré et il était réprimandé, mais cela était inutile, il poursuivait son affliction pour les oiseaux. Afin de sauver le chien, si possible, et comme expérience d'héritage social, ce chien a été emmené à la ferme d'un voisin qui possédait une poule et quelques poussins nouveau-nés. La poule a été placée dans la grange et le chien lui a été remis. Dès que tout a été hors de vue, le chien s'est approché lentement de la poule, sentant l'air dans sa direction 1 ou 2 fois pour s'assurer que c'était le type de viande qu'il cherchait. Puis, il a foncé vers elle. Entre-temps, la poule faisait sa propre reconnaissance et, lorsqu'elle y a rencontré le chien à mi-chemin, elle l'a affronté avec une surprise d'ailes et de griffes qu'elle n'avait jamais expérimentée auparavant. Le premier round a clairement été remporté par la poule, mais un bon gros oiseau, a calculé le chien, ne glisserait pas si facilement entre ses pattes. Par conséquent, il a reculé sur une courte distance et a rechargé. Cette fois, la poule s'est jetée sur son dos, lui a griffé la peau et a fait un usage efficace de son bec tranchant. Le chien s'est retiré dans son coin, avec l'apparence d'attendre que quelqu'un sonne la cloche et mette fin au combat, jusqu'à ce qu'il se réoriente, mais la poule n'avait pas de temps à perdre. Elle et avec son adversaire en fuite et a prouvé qu'elle connaissait la valeur de l'offensive en les gardant qu'en fuite. On aurait presque pu comprendre ces paroles alors qu'elle, secouait le pauvre Airedale d'un coin à l'autre, tenant une série de sons rapides qui semblaient être des réprimandes d'une mère en colère à qui on demandait de défendre sa progéniture contre une attaque de garçons plus égaux.
L'Airedale était un pauvre soldat. Après avoir couru de coin en coin dans la grange pendant environ 2 minutes, il s'est couché par terre aussi plat qu'il le pouvait et a fait de son mieux pour se protéger les yeux avec ses pattes. La poule semblait particulièrement déterminée à picorer ses yeux. Le propriétaire de la poule intervint alors et récupéra le chien, ou pour être plus précis, récupéra le chien, ce qui ne semblait pas rencontrer le désaccord de la chienne. Le lendemain, une poule a été placée dans le sous-sol où le chien dormait. Dès qu'il a vu l'oiseau, il a rabattu sa queue entre ses pattes et a couru vers un coin. Il n'a jamais plus essayé d'attraper une poule. Une leçon d'héritage social à travers le sens du toucher a été suffisante pour lui enseigner que bien que la poursuite des poulets puisse offrir un certain plaisir, elle est également remplie de nombreux dangers. Tous ces exemples, à l'exception du premier, décrivent le processus d'acquisition de connaissances par l'expérience directe. Notez la nette différence entre les connaissances acquises par l'expérience directe et celles acquises par le dressage des jeunes par les aînés, comme dans le cas du tétras et de ses petits. Les leçons les plus impressionnantes sont celles que les jeunes apprennent des anciens par des méthodes d'enseignement très colorées ou émotionnelles. Lorsque la mère tétras déploie ses ailes, hérisse ses plumes, agite ses ailes comme un homme souffrant de paralysie et parle très excitément à ses petits, elle leur inculque la peur de l'homme dans leur cœur d'une manière qu'ils n'oublieront jamais. Le terme « héritage social », tel qu'il est utilisé en relation avec cette leçon, se réfère en particulier à toutes les méthodes par lesquelles un enfant apprend n'importe quelle idée, dogme, croyance religieuse ou système de conduite éthique de la part de ses parents ou de ceux qui peuvent avoir autorité sur lui avant d'atteindre l'âge où il peut raisonner et réfléchir à cet enseignement, à sa manière. En estimant cet âge de pouvoir raisonner à, disons, 7 à 12 ans. Il y a beaucoup de formes de peur, mais aucune n'est plus mortelle que la peur de la pauvreté et de la vieillesse. Nous gérons nos corps comme si nous étions esclaves, parce que nous avons tellement peur de la pauvreté que nous voulons amasser de l'argent pour nos vieux jours. Cette peur commune nous pousse tellement que nous surchargeons notre corps et provoquons la même chose que nous essayons d'éviter. Quelle tragédie de voir un homme se comporter ainsi lorsqu'il commence à franchir la barre des 40 ans, l'âge où il commence à peine à mûrir mentalement. À 40 ans, un homme entre dans l'âge où il est capable de voir, de comprendre et d'assimiler l'écriture de la nature telle qu'elle apparaît dans les bois, dans les rivières qui coulent, dans les visages des hommes et des petits-enfants. Et pourtant, cette peur le pousse avec tant de force qu'il est aveuglé et perdu dans un enchevêtrement de désirs conflictuels. Le principe de l'effort organisé est perdu de vue, et au lieu de saisir les forces de la nature qui sont évidentes autour de lui et de permettre à ces forces de l'emmener vers de grandes réalisations, il les défie et les transforme en forces de destruction. Peut-être aucune de ces grandes forces de la nature n'est plus disponible pour le développement de l'homme que le principe de l'autosuggestion, mais l'ignorance de cette force mène la plupart de la race humaine à l'appliquer de manière à agir comme un obstacle plutôt qu'une aide. Nous énumérons ici les faits montrant comment se produit cette mauvaise application d'une grande force de la nature. Voici un homme qui rencontre une déception. Un ami se révèle être faux ou un voisin semble indifférent. Ensuite, il décide par l'autosuggestion que tous les hommes sont indignes de confiance et que tous les voisins sont ingrats. Ces pensées s'incrustent si profondément dans son esprit subconscient qu'elle éteinte toute son attitude envers les autres. Revenons maintenant à la seconde leçon sur les pensées dominantes de l'esprit d'un homme qui attire des personnes ayant des pensées similaires. Il applique la loi de l'attraction et bientôt tu comprendras pourquoi l'incrédule attire d'autres incrédules. Il inverse le principe. Voici un homme qui ne voit que le meilleur en chacun. S'il trouve ses voisins indifférents, il n'en prend pas conscience, car il remplit son esprit de pensée dominante optimiste, d'un bon moral et de foi en autrui. Si les gens lui parlent durement, il répond avec douceur. Grâce au fonctionnement de cette même loi d'attraction éternelle, il attire l'attention de personnes dont l'attitude envers la vie et les pensées dominantes sont harmonieuses avec les siennes.
Poussant le principe un peu plus loin, voici un homme bien éduqué, capable de rendre un service nécessaire au monde à un moment donné et en un lieu donné. Il a entendu dire que la modestie est une grande vertu et que se mettre en avant dans le jeu de la vie est un signe d'égoïsme. Il entre donc discrètement par la porte de derrière et reste en retrait tandis que d'autres joueurs du jeu de la vie avancent hardiment sur la scène. Il reste en retrait par peur du qu'en dira-t-on. L'opinion publique, ou du moins ce qu'il pense être l'opinion publique, l'a relégué à l'arrière-plan, et le monde en sait peu sur lui. Son éducation ne compte pour rien, car il a peur que le monde sache qu'il en a eu une. Il se suggère donc, utilisant ainsi la grande force de l'autosuggestion à son propre détriment, qu'il doit rester en coulisses pour ne pas être critiqué, comme si la critique pouvait lui nuire ou contrecarrer son dessein. Il y a ici un autre homme né de parents pauvres. Depuis sa plus tendre enfance, il a vu des preuves de la pauvreté. Il en a entendu parler, a ressenti la froide main de la pauvreté sur ses épaules, et cela l'a tellement marqué qu'il l'inscrit dans son esprit comme une malédiction à laquelle il doit se soumettre. Inconsciemment, il se laisse être victime de la croyance « une fois pauvre, toujours pauvre », jusqu'à ce que ce manque devienne la pensée dominante de son esprit. Il est comme un cheval qui a été harnaché et dressé jusqu'à oublier qu'il a le pouvoir potentiel de se libérer de ce harnais. L'autosuggestion le relègue rapidement à l'arrière-plan de la scène de la vie et il finit par être résigné. L'ambition disparaît, les opportunités ne se présentent plus, ou s'il en est, il n'a pas la vision pour les voir. Il a accepté son destin. Il est bien établi que les facultés de l'esprit, tout comme les membres du corps, se détériorent et s'affaiblissent si elles ne sont pas utilisées. La confiance en soi n'est pas une exception. Elle se développe lorsqu'elle est utilisée, mais disparaît si elle n'est pas utilisée. L'un des principaux inconvénients de la richesse héritée est qu'elle conduit trop souvent à l'inaction et à la perte de confiance en soi. Il y a quelques années, un enfant est né de Madame Eve McLean dans la ville de Washington. On disait que son héritage était d'environ 100 millions de dollars. Lorsque ce bébé a été sorti, pour prendre l'air dans sa poussette, il était entouré d'infirmières, de nourrices, de détectives et d'autres serviteurs dont le devoir était de veille et errer à ce qu'aucun mal ne lui arrive. Avec le temps, cette surveillance est restée la même. Cet enfant n'avait jamais eu à s'habiller seul, des serviteurs s'en chargeaient. Les domestiques le surveillaient pendant qu'il dormait et pendant qu'il jouait. Il ne lui était pas permis de faire quelque chose qu'un domestique pourrait faire pour lui. Il avait atteint l'âge de 10 ans. Un jour, il jouait dans la cour et a remarqué que la porte de derrière était ouverte. Jamais de sa vie, il n'avait sorti seul par cette porte, et c'est naturel aimant ce qu'il voulait faire. À un moment où les serviteurs ne le surveillaient pas, il s'est précipité vers la porte et a été renversé et tué par une voiture avant d'atteindre le milieu de la rue. Il avait utilisé les yeux de ses domestiques jusqu'à ce que les siens ne lui servent plus aussi bien que s'il avait appris à faire confiance à ses propres facultés. Il y a 20 ans, l'homme pour lequel je travaille en tant que secrétaire, a envoyé ses 2 fils à l'école. L'un est allé à l'université de Virginie et l'autre dans un collège de New York. Chaque mois, il était de ma tâche de faire un chèque de 100 dollars pour chacun de ces garçons. C'était leur argent de poche pour le dépenser comme ils le souhaitaient. Je me souviens très bien comment j'enviais ces garçons quand je distribuais ces chèques chaque mois. Je me demandais souvent pourquoi le destin m'avait placé dans la pauvreté. Je pouvais voir comment ces garçons atteindraient les sommets de la vie, tandis que je restais un humble employé. En temps voulu, les garçons sont rentrés chez eux avec leur peau d'agneau. Leur père était un homme riche, possédant des banques, des chemins de fer, des mines de charbon et d'autres propriétés de grande valeur. Les garçons s'étaient assurés de bonnes postes dans l'entreprise de leur père. Cependant, 20 ans peuvent jouer des tours à ceux qui n'ont jamais eu à lutter. Peut-être serait-il plus juste de dire que le temps joue des tours à ceux qui n'ont jamais eu à lutter. En tout cas, ces 2 garçons ont ramené de l'école autre chose que leur peau d'agneau.
Ils sont revenus avec une forte capacité pour l'alcool, une capacité qu'ils ont développée car les 100 dollars qu'ils recevaient chaque mois rendaient leur lutte inutile. Leur histoire est longue et triste, dont les détails ne vous intéresseront peut-être pas, mais voici comment ça se termine. Alors que j'écris cette leçon, j'ai sur mon bureau un article de journal publié dans la ville où ces garçons vivaient. Leur père a fait « File It » et leur coûteuse demeure, où ils sont nés, est mise en vente. Un des garçons est mort de delirium tremens et l'autre est à l'asile. Tous les enfants des hommes riches ne connaissent pas un tel infortuné. Mais le fait est que l'inaction conduit à l'atrophie, qui conduit à son tour à la perte d'ambition et de confiance en soi. Et sans ces qualités essentielles un homme sera ballotté dans les couloirs de l'incertitude comme une feuille morte. Loin d'être un désavantage, la lutte est un avantage décisif, car elle développe des qualités qui resteraient toujours endormies sans elle. De nombreux hommes ont trouvé leur place dans le monde parce qu'ils ont été forcés de lutter pour leur existence dès leur plus jeune âge. L'ignorance des avantages découlant de la lutte a conduit de nombreux parents à dire « J'ai dû travailler dur quand j'étais jeune, mais j'ai fait en sorte que mes enfants aient la vie facile. » Pauvres créatures insensées, une vie facile se transforme souvent en un plus grand inconvénient que le jeune moyen peut surmonter. Il y a des choses pires dans ce monde que d'être obligé de travailler aux premières années de sa vie. L'oisiveté forcée est bien pire que le travail forcé. Être forcé de travailler ou forcé de donner le meilleur de soi-même engendrera la tempérance, la maîtrise de soi, la volonté, le contenu et 100 autres vertus que l'oisif ne connaîtra jamais. Le manque de nécessité de lutte conduit non seulement à la faiblesse de l'ambition et de la volonté, mais ce qui est encore plus dangereux, cela installe, dans l'esprit d'une personne, un état de léthargie qui mène à la perte de confiance en soi. La personne qui a cessé de lutter car l'effort n'est plus nécessaire applique littéralement le principe de l'autosuggestion en sapant son propre pouvoir de confiance en soi. Une telle personne finira par tomber dans un état d'esprit où elle les regardera avec plus ou moins de mépris ceux qui sont obligés de continuer. L'esprit humain, si je peux me permettre la répétition, peut être comparé à une batterie électrique. Il peut être positif ou négatif. La confiance en soi est la qualité avec laquelle l'esprit se recharge et devient positif. Appliquons ce raisonnement aux ventes et voyons quel rôle joue la confiance en soi dans ce vaste champ de travail. L'un des meilleurs vendeurs que ce pays ait jamais connu était autrefois employé dans un bureau de journaux. Il vaut la peine d'examiner la méthode par laquelle il a acquis le titre de meilleur vendeur du monde. C'était un jeune timide, plutôt réservé de caractère. Il était l'un de ceux qui croient qu'il vaut mieux se faufiler par la porte de derrière et s'asseoir à l'arrière-scène de la vie. Une nuit, il a assisté à une conférence sur le sujet de cette leçon, la confiance en soi. Et cette conférence l'a tellement impressionné qu'il est sorti de la salle et de conférence avec la ferme intention de s'échapper du trou dans lequel il s'était enfoncé. Il s'est dirigé vers le directeur des affaires du journal et a demandé un poste de candidat à la publicité, et on lui a donné un travail à commission. Tout le monde au bureau s'attendait à le voir échouer, car ce type de vente exige le type le plus positif de compétences de vente. Il est allé dans sa chambre et a dressé une liste de certains commerçants qu'il envisageait d'appeler. On aurait pensé qu'il aurait naturellement dressé sa liste avec les noms de ceux auxquels il pensait pouvoir vendre avec le moins d'efforts, mais il n'en a rien fait. Il n'a inclus que les noms des commerçants auxquels d'autres publicitaires avaient appelé sans réussir une vente. Sa liste ne comportait que 12 noms. Avant de passer un seul appel, il est sorti dans le parc de la ville, a sorti sa liste de 12 noms, l'a lu 100 fois, se disant à lui-même pendant qu'il le faisait « Vous achèterez de l'espace publicitaire avant la fin du mois ». Puis, il a commencé à faire ses appels. Le premier jour, il a conclu des ventes avec 3 des 12 impossibles. Pendant le reste de la semaine, il a conclu des ventes avec 2 autres. À la fin du mois, il avait ouvert des comptes publicitaires avec tous les commerçants de sa liste, sauf un. Pendant le mois suivant,
Il n'a fait aucune vente car il n'a passé aucun appel, sauf à ce commerçant obstiné. Chaque matin, à l'ouverture du magasin, il était là pour rencontrer ce commerçant. Et chaque matin, ce commerçant disait « non ». Le commerçant savait qu'il n'achèterait pas d'espace publicitaire, mais ce jeune homme ne le savait pas. Quand le commerçant disait « non », le jeune homme ne l'entendait pas, mais continuait de revenir. Le dernier jour du mois, après que ce jeune persistant lui ait dit « non » pendant 30 fois consécutives, le commerçant a dit « Regardez, jeune homme, vous avez perdu tout un mois à essayer de me vendre. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi vous avez perdu autant de temps. » « Perdre du temps, rien du tout, » répondit-il. « J'ai été à l'école et vous avez été mon professeur. Maintenant, je connais tous les arguments qu'un commerçant peut utiliser pour ne pas acheter, et en plus, j'ai exercé ma confiance en moi. » Alors, le commerçant dit « Je vais vous faire une petite confession. Moi aussi j'ai été à l'école et vous avez été mon professeur. Vous m'avez enseigné une leçon de persistance qui vaut de l'argent pour moi, et pour vous montrer ma gratitude, je vais payer mes frais de scolarité en passant une commande d'espace publicitaire. » C'est ainsi que la Mail Affaires publicitaire de North American de Philadelphie est arrivée. Cela a également marqué le début d'une réputation qui a rendu ce même jeune homme millionnaire. Il a réussi car il a délibérément chargé sa propre esprit d'une confiance en soi suffisante pour faire de cet esprit une force irrésistible. Quand il s'est assis pour rédiger cette liste de 12 noms, ce que 99 personnes sur 100 n'auraient pas fait, il a sélectionné les noms de ceux qu'il pensait difficiles de vendre, car il a compris que la résistance qu'il rencontrerait en essayant de les vendre serait une source de force. Il était l'une des rares personnes à comprendre que tous les ruisseaux et certains hommes sont tordus en suivant la ligne de moindre résistance. Je vais faire une digression et rompre ici le fil de la pensée pendant un moment, tout en consignant un conseil pour les épouses des hommes. Rappelez-vous que ces lignes sont destinées uniquement aux épouses, et il n'est pas prévu que les maris lisent ce qui est exposé ici. Après avoir analysé plus de 16 000 personnes, la plupart d'entre elles étant des hommes mariés, j'ai appris quelque chose qui peut être précieux pour les épouses. Permettez-moi de vous exposer ma pensée avec ces mots. C'est entre vos mains d'envoyer votre mari à son travail, à son entreprise ou à sa profession chaque jour, avec un sentiment de confiance en lui, qui le mène avec succès à travers les moments difficiles de la journée et le ramène à la maison le soir, souriant et heureux. Un de mes plus vieux amis s'est marié avec une femme qui avait un dentier. Un jour, le dentier de sa femme est tombé et la plaque s'est cassée. Son mari a ramassé les morceaux et a commencé à les examiner. Il a montré tellement d'intérêt que sa femme lui a dit « Pourrais-tu faire un dentier comme celui-ci si tu te décidais à le faire ?» Cet homme était un agriculteur dont les ambitions ne l'avaient jamais amené au-delà des limites de sa petite ferme jusqu'à ce que sa femme fasse ce commentaire. Elle s'est approchée de lui a mis la main sur l'épaule et l'a encouragé à essayer la dentisterie. Finalement, l'a convaincu de commencer et aujourd'hui, il est l'un des dentistes les plus en vue et les plus réussis de l'État de Virginie. Je le connais bien parce que cet homme est mon père. Personne ne peut prédire les possibilités de réussite disponibles pour l'homme dont la femme est derrière lui et le motive à faire des efforts plus grands et meilleurs. Car il est bien connu qu'une femme peut éveiller un homme pour accomplir des exploits presque surhumains. Il est de votre droit et de votre devoir d'encourager votre mari et de l'inciter à se consacrer à des tâches valables jusqu'à ce qu'il trouve sa place dans le monde. Vous pouvez l'inciter à faire plus d'efforts que quiconque. Faites-lui croire que rien dans les limites du raisonnable n'est au-delà de son pouvoir de réalisation et vous aurez rendu un service qui l'aidera grandement à remporter la bataille de la vie. L'un des hommes les plus réussis dans son domaine en Amérique attribue tout son succès à sa femme. Lorsqu'ils se sont mariés, elle a écrit un credo qu'il a signé et placé sur son bureau. Voici une copie du credo. Je crois en moi-même. Je crois en ceux qui travaillent avec moi. Je crois en mon employeur. Je crois en mes amis. Je crois en ma famille. Je crois que Dieu me prêtera tout ce dont j'ai besoin pour réussir
si je fais tout mon possible pour l'obtenir par un service loyal et honnête. Je crois en la prière, et je ne fermerai jamais les yeux dans le sommeil sans demander la guidance divine, afin d'être patient avec les autres et tolérant envers ceux qui ne croient pas comme moi. Je crois que le succès est le résultat d'un effort intelligent et ne dépend ni de la chance, ni de pratiques sournoises, ni de trahir les amis, les collègues ou mon employeur. Je crois que je retirerai de la vie exactement ce que j'y mettrai. Donc, je ferai attention à me comporter avec les autres comme je voudrais qu'ils se comportent avec moi. Je ne calomnierai pas ceux que je n'apprécie pas. Je ne mépriserai pas mon travail, quelle que soit l'action des autres. Je fournirai le meilleur service dont je suis capable parce que je me suis engagé à réussir dans la vie et je sais que le succès est toujours le résultat d'un effort diligent et efficace. Et le mari a signé ce credo. La femme qui a écrit ce credo était une psychologue pratiquement de premier ordre. Avec l'influence et le guide d'une femme comme celle-ci, n'importe quel homme pourrait atteindre un succès remarquable. Analysez ce credo et vous vous rendrez compte de la liberté avec laquelle le pronom personnel est utilisé. Il commence par l'affirmation de la confiance en soi, ce qui est tout à fait approprié. Aucun homme ne pourrait adopter ce credo sans développer l'aptitude positive qui attirerait vers lui les personnes qui l'aideraient dans sa lutte pour le succès. Ce serait un credo magnifique que tout vendeur devrait adopter. Cela ne pourrait pas nuire à ses chances de succès s'il le répétait et y croyait. Cependant, l'adoption seule ne suffit pas. Vous devez le pratiquer. Lisez-le encore et encore jusqu'à ce que vous le connaissiez par cœur. Ensuite, répétez-le au moins une fois par jour jusqu'à ce que vous l'ayez littéralement transformé en structure mentale. Gardez-en une copie devant vous comme rappel quotidien de votre engagement à le pratiquer. De cette manière, vous utiliserez efficacement le principe de l'autosuggestion comme moyen de développer la confiance en soi. Ne vous inquiétez pas de ce que les autres pourraient dire de votre méthode. Rappelez-vous seulement qu'avoir du succès est un business, et ce credo, si vous le maîtrisez et l'appliquez, vous aidera énormément. Vous avez appris dans la leçon 2 que toute idée solidement ancrée dans votre esprit subconscient par une affirmation répétée deviendra automatiquement un plan ou un schéma qu'une puissance invisible utilisera pour diriger vos efforts vers la réalisation de l'objectif nommé dans le plan. Vous avez également appris que le principe par lequel vous pouvez fixer toute idée que vous choisissez dans votre esprit est appelé autosuggestion, ce qui signifie simplement une suggestion que votre propre esprit vous donne. C'est ce principe d'autosuggestion que Emerson avait à l'esprit lorsqu'il écrivait « Rien ne peut vous apporter la paix sinon vous-même. Vous devez vous rappeler que rien ne peut vous apporter le succès sinon vous-même. Bien sûr, vous aurez besoin de la coopération des autres pour atteindre un succès important, mais vous n'obtiendrez jamais cette coopération à moins de vivifier votre esprit avec une attitude positive de confiance en vous-même. Peut-être vous êtes-vous demandé pourquoi quelques hommes progressent vers des postes hautement rémunérés, tandis que d'autres autour d'eux, qui ont autant de formation et qui apparemment font autant de travail, ne progressent pas. Choisissez 2 personnes de ces 2 types et étudiez-les, et la raison pour laquelle l'une avance et l'autre stagne vous apparaîtra assez évidente. Vous verrez que celui qui avance croit en lui-même. Vous remarquerez qu'il soutient cette croyance par une action si dynamique et agressive qu'il fait savoir aux autres qu'il croit en lui-même. Vous noterez également que cette confiance en soi est contagieuse, impulsive et persuasive. Elle, attire les autres. Vous percevrez aussi que celui qui n'avance pas montre clairement, par son expression faciale, par sa posture corporelle par son insécurité lorsqu'il parle, qu'il manque de toute confiance en lui-même. Personne ne prêtera beaucoup d'attention à la personne qui n'a pas confiance en elle-même. Elle, n'attire pas les autres, car son esprit est une force négative qui repousse au lieu d'attirer. Dans aucun autre domaine d'activité, la confiance en soi ou son absence ne joue un rôle aussi important que dans le domaine des ventes. Et il n'est pas nécessaire d'être un analyste du caractère pour déterminer dès qu'on le rencontre
si un vendeur possède cette qualité de confiance en soi. S'il la possède, les signes de son influence sont écrits en lui, il inspire confiance en lui et en les produits qu'il vend dès qu'il parle. Nous en venons maintenant au point où vous êtes prêt à prendre le principe de l'autosuggestion et à en faire un usage direct pour devenir une personne positive, dynamique et autonome. On vous demande de copier la formule suivante, de la signer et de la mémoriser, la formule de la confiance en soi. Premièrement, je sais que j'ai la capacité d'atteindre l'objectif de mon but défini. C'est pourquoi je m'impose une action persistante, décisive et continue pour l'atteindre. Deuxièmement, je suis conscient que les pensées dominantes de mon esprit se manifestent finalement dans l'action extérieure corporelle, et se transforment progressivement en réalité physique. Par conséquent, je concentrerai mon esprit pendant 30 minutes chaque jour sur la tâche de penser à la personne que je veux être, en créant une image mentale de cette personne et en transformant ensuite cette image en réalité à travers un service pratique. Troisièmement, je sais qu'à travers le principe de l'autosuggestion, tout désir que je maintiens de manière persistante dans mon esprit cherchera finalement son expression à travers quelques moyens pratiques pour le réaliser. Par conséquent, je consacrerai 10 minutes chaque jour à exiger de moi-même le développement des facteurs nommés dans les 16 leçons de ce cours sur la loi du succès. Quatrièmement, j'ai tracé et écrit clairement une description de mon but défini dans la vie pour les 5 prochaines années. J'ai fixé un prix à mes services pour chacune de ces 5 années. Un prix que j'ai l'intention de gagner et de recevoir grâce à l'application stricte du principe de service efficace et satisfaisant que je fournirai à l'avance. Cinquièmement, je réalise qu'aucune richesse ou opposition ne peut durer longtemps si elle n'est pas construite sur la vérité et la justice. Je ne m'engagerai donc dans aucune transaction qui ne profite pas à tous ceux qu'elle y affecte. J'aurai du succès en attirant vers moi les forces que je souhaite utiliser et la coopération des autres. J'inciterai les autres à me servir, car je les servirai en premier. J'éliminerai la haine, l'envie, la jalousie, l'égoïsme et le cynisme en développant l'amour pour toute l'humanité, car je sais qu'une attitude négative envers les autres ne pourra jamais me mener au succès. Je ferai en sorte que les autres croient en moi, car je croirai en eux et en moi-même. Je signerai cette formule de mon nom, la mémoriserai et la répéterai à voix haute 1 fois par jour, avec une pleine conviction qu'elle influencera graduellement toute ma vie pour me transformer en un travail réussi et heureux dans le domaine que je choisirai. Avant de signer cette formule, assurez-vous d'avoir l'intention de suivre ces instructions. Derrière cette formule se trouve une loi que personne ne peut expliquer. Les psychologues se réfèrent à cette loi comme à l'autosuggestion et la laissent ainsi. Mais vous devez garder à l'esprit un point sur lequel il n'y a aucune incertitude. C'est le fait que quelle que soit cette loi, elle fonctionne vraiment. Un autre point à considérer est que, comme l'électricité, elle fera tourner les roues de l'industrie et servira l'humanité de 1000 et autres manières, ou éteindra la vie si elle est mal appliquée. Car ce principe de l'autosuggestion vous conduira sur le flanc de la montagne de la paix et de la prospérité, ou vers le bas dans la vallée de la misère et de la pauvreté, selon l'application que vous en ferez. Si vous remplissez votre esprit de doute et d'incrédulité quant à votre capacité à réussir, alors le principe de l'autosuggestion prendra cet esprit de doute et l'établira dans votre esprit subconscient comme une pensée dominante et, progressivement mais sûrement, vous entraînera dans le tourbillon de l'échec. Mais si vous remplissez votre esprit de confiance radieuse en vous-même, le principe de l'autosuggestion prendra cette croyance et l'établira comme votre pensée dominante, vous aidant à surmonter les obstacles qui se dressent sur votre chemin jusqu'à ce que vous atteigniez le sommet de la montagne du succès. Le pouvoir de l'habitude, ayant moi-même expérimenté toutes les difficultés rencontrées par ceux qui manquent de compréhension pour appliquer ce grand principe de l'autosuggestion de manière pratique, permettez-moi de vous guider brièvement vers le principe de l'habitude, à travers lequel
vous pouvez facilement appliquer le principe de l'autosuggestion dans n'importe quelle direction et pour n'importe quel objectif. L'habitude naît de la répétition de la même action, de la pensée des mêmes pensées ou de la répétition des mêmes mots encore et encore. L'habitude peut être comparée aux cils-on d'un disque phonographique, tandis que l'esprit humain peut être comparé au stylet qui s'insère dans ce cils-on. Lorsque n'importe quelle habitude est formée, que ce soit par la répétition de la pensée ou de l'action, l'esprit a une tendance à s'y attacher et à la suivre de manière aussi étroite que le stylet du phonographe suit le cil-on du disque de cire. L'habitude est créée en dirigeant à plusieurs reprises un ou plusieurs des 5 sens, voir, entendre, sentir, goûter et ressentir, dans une direction donnée. Comme les lettres jusqu'à ce que, finalement, vous ayez formé l'habitude de tracer ces contours, maintenant vous écrivez avec facilité et rapidité sans tracer chaque lettre lentement. Écrire est devenu une habitude pour vous. Le principe de l'habitude s'emparera des facultés de votre esprit de la même manière qu'il influencera les muscles physiques de votre corps. Comme vous pouvez facilement le constater, en maîtrisant et en appliquant cette leçon sur la confiance en soi, toute affirmation que vous vous faites répétitivement ou tout désir que vous semez profondément dans votre esprit à travers une affirmation répétée cherchera éventuellement son expression à travers vos efforts physiques corporels externes. Le principe de l'habitude est le fondement même sur lequel repose cette leçon sur la confiance en soi. Si vous comprenez et suivez les instructions énoncées dans cette leçon, vous en saurez bientôt plus sur la loi de l'habitude que ce que 1000 enseignements comme celui-ci pourraient vous apprendre. Vous n'avez qu'une petite conception des possibilités qui dorment encore en vous, attendant que la main de la vision vous réveille, et vous n'aurez jamais une meilleure conception de ces possibilités, à moins de développer suffisamment de confiance en vous pour vous élever au-dessus des influences ordinaires de votre environnement actuel. L'esprit humain est une merveilleuse et mystérieuse machine, un fait que j'ai été rappelé il y a quelques mois lorsque j'ai lu les essais d'Emerson et relu son essai sur les lois spirituelles S. Mais quelque chose de curieux s'est produit. Eh bien, cet essai que j'avais lu des dizaines de fois auparavant, beaucoup de choses sur lesquelles et je n'avais jamais prêté attention, j'en ai perçu davantage dans cet essai que lors de mes lectures précédentes. Parce que le déploiement de mon esprit depuis ma dernière lecture m'avait préparé à interpréter davantage. L'esprit humain se déroule constamment comme les pétales d'une fleur jusqu'à atteindre son développement maximal. Quel est ce maximum ? Où se termine-t-il? Où se termine-t-il même? Ce sont des questions sans réponse, mais le degré de développement semble varier selon la nature de l'individu et le degré auquel il maintient son esprit au travail. Dans la ville de Louisville, Kentucky, vit M. Cook, un homme qui n'a pratiquement pas de jambes et doit se déplacer en chariot. Malgré le fait que M. Cook n'a pas de jambes depuis sa naissance, il possède une grande entreprise et est millionnaire grâce à ses propres efforts. Il a prouvé qu'un homme peut très bien se débrouiller sans jambes il a une confiance en soi bien développée. Dans la ville de New York, on peut voir un jeune homme fort, sans jambes, roulant sur la 5e avenue tous les soirs avec un chapeau à la main, mendiant pour vivre. Sa tête est peut-être aussi saine et capable de penser que la moyenne. Ce jeune homme pourrait accomplir n'importe quoi que M. Cook de Louisville a accompli s'il pensait à lui-même comme M. Cook pense à lui-même. Henry Ford possède plus de millions de dollars qu'il n'en aura jamais besoin. Il n'y a pas si longtemps, il travaille comme ouvrier dans un atelier de mécanique, avec peu d'études et sans capital. Des designers d'autres hommes, certains avec des cerveaux mieux organisés que les siens, travaillent près de lui. Ford a éliminé la conscience de la pauvreté, a développé la confiance en soi, a pensé au succès et l'a atteint. Ceux qui travaillent et autour de lui auraient pu faire aussi bien s'ils avaient pensé comme lui. Milo. Seth Jones, du Wisconsin, a subi une paralysie il y a quelques années. L'attaque était si grave qu'il ne pouvait pas se retourner dans son lit, ni bouger un muscle de son corps.
Son corps physique était inutilisable, mais son cerveau allait bien. Il a donc commencé à fonctionner sérieusement. Probablement pour la première fois de son existence, allongé sur le dos dans son lit, M. Jones a fait que ce cerveau crée un objectif défini, un objectif qu'il n'avait jamais connu auparavant. Son objectif défini était assez prosaïque et humble dans sa nature, mais il était défini, et c'était un but, quelque chose qu'il n'avait jamais connu auparavant. Son objectif défini était de faire des saucisses de porc. En appelant sa famille, eux, autour de lui, il leur a raconté ses plans et a commencé à les diriger pour les accomplir sans autre aide qu'un esprit sain et une grande confiance en soi. Milo. C. Jones a étendu le nom et la réputation des saucisses de porc dans tout le pays, en plus d'accumuler une fortune. Tout cela, il l'a accompli après que la paralysie lui ait empêché de travailler avec ses mains. Là où prévaut la pensée, on trouve le pouvoir. Merci beaucoup pour votre visite.